Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par le Festival RH pour sa seconde édition. Les 2 et 3 octobre prochains, direction le Château Berthélemy près de Rambouillet pour un voyage. Retour vers le Present of Work. 2 jours, 80 ateliers et conférences pour apprendre, débattre, rire et lâcher prise entre pros des RH et surtout trouver des solutions concrètes aux défis du quotidien. Un festival unique, immersif et festif. Le rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui veulent impacter positivement les RH dès aujourd'hui. Pour me rejoindre, je vous mets le lien d'inscription dans le résumé de cet épisode et contactez-moi via LinkedIn pour bénéficier d'un code promo exclusif. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir dans le podcast d'être au Mans et d'être accueilli par Thibaut Langer. Thibaut, tu diriges les équipes RH et les ressources humaines pour l'Europe du Sud et les équipes Solution Sales chez ServiceNow, une entreprise à la pointe de la tech où tu pilotes des sujets RH à l'échelle internationale. Ce qui t'anime, et tu vas nous en parler, c'est de transformer le quotidien au travail, créer du lien, montrer que la technologie peut vraiment servir l'humain. On va parler de ces sujets. Mais avant de devenir RH, tu as connu un tout autre univers, la pub en ligne, les campagnes digitales, le service client. Et tu as fait un virage vers les RH il y a plus de 10 ans. Ce parcours un peu atypique, cette attention au lien, à l'expérience, qu'elle soit client, qu'elle soit collaborateur, c'est ce qui t'a forgé. Mais derrière le DRH, il y a aussi le sportif, le père de famille nombreuse et le bricoleur acharné. Tu vois, je sais beaucoup de choses. Bon, bref, je ne vais pas tout spoiler. On va découvrir tout ça ensemble. Un grand merci Thibaut pour ton accueil. Merci à toi. Comment vas-tu ? Ça va, merci, très bien. Ça va ? Prêt pour cet échange, cette fin d'année aussi qui s'avère, qui s'annonce, j'imagine, chargée. Active, exactement. Active pour tenir tous ces objectifs jusqu'à la fin d'année. Avant toute chose, ce qui est important, c'est qu'on puisse effectivement mieux te connaître, qu'on connaisse aussi ServiceNow. Et comme je le disais, avant d'être RH, tu travaillais dans la pub digitale, le service client. Qu'est-ce que tu gardes de cette première vie professionnelle dans ta façon de faire des RH aujourd'hui ? Alors effectivement, on ne peut rien te cacher, tu sais tout, presque tout. Donc j'ai effectivement commencé, donc toujours déjà, le fil rouge de ma carrière, ça a été les entreprises américaines. Et j'ai commencé effectivement dans une régie publicitaire, chez AOL à l'époque, pour mettre en place des campagnes de publicité et suivre les résultats de ces campagnes de pub, avec des partenaires voyagistes, grande consommation, etc. Ce que j'ai adoré dans cette expérience, c'était vraiment la notion de créativité, de réactivité. Voilà, quand on compare avec la presse ou le 4x3, en fait, on appuie sur un bouton, on a un minute qui suit, c'est en ligne, et on peut déjà traquer les résultats. Donc ça, c'est juste formidable. Avec en contact des annonceurs en direct ou des agences médias. Et donc, ce que j'ai gardé, ce qui m'a nourri derrière, dans ce parcours un peu atypique, avec ce transfert vers les RH, c'est la notion du client, le client au milieu, le client au centre, puisque ce que je fais au quotidien sert un client in fine. Et puis après, on discutera de qui est le client dans la fonction RH, mais aussi la fonction de data management, parce que voilà, quand on gère un client, il y a forcément un résultat qu'on va traquer derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment on le traite dans la fonction RH. Et puis enfin, la troisième dimension, je dirais, la notion un peu techno, puisque j'ai plongé dans cet univers-là avec une appétence pour découvrir un peu les nouvelles technologies et les nouvelles tendances. Ok, on va venir sur tout ça. C'est vrai que ton parcours fait que ton intérêt pour la data en particulier est
peut-être plus fort que la moyenne des RH qui ne sont pas forcément de formation baignés dans cet écosystème. On va revenir là-dessus. D'ailleurs, tu parles beaucoup, et tu en as parlé là, de clients internes. C'est quoi aujourd'hui, pour toi, une vraie posture de service dans notre métier RH ? Alors déjà, moi je considère qu'on ne fait pas des RH pour se faire plaisir pour soi en fait. On est forcément orienté vers l'humain et je crois qu'on sera tous d'accord en ligne pour se le dire. Ensuite, maintenant la notion du client, elle est importante pour moi de se dire qui est notre client en tant que fonction RH. Est-ce que c'est le collaborateur ? Est-ce que c'est le manager ? Est-ce que c'est le leader ? Est-ce que c'est même l'entreprise et son évolution dans les années à venir ? Voilà, c'est un peu à géométrie variable en fonction des décisions qu'on a à prendre. Mais c'est clair que je trouve que ça a un sens, la fonction RH a un sens à partir du moment où on se demande à qui elle sert. Qui sert cette fonction RH ? Ok. Alors, comme je le disais, tu n'es pas de formation RH. Tu as évolué vers cette fonction au fur et à mesure de ton histoire professionnelle. Pourquoi avoir choisi de travailler dans notre métier, dans le métier des ressources humaines ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à un moment ou à un autre dans ton déclic pro ? J'ai envie de dire, j'ai eu un parcours plutôt classique au départ, prépa, école de commerce, donc l'école de commerce qui ouvre à tout, mais j'ai choisi finalement l'orientation vers la pub en ligne. Et puis j'ai évolué d'une entreprise à l'autre, sur des postes de management puis de direction de service. Et puis au gré d'un bilan de compétences où j'avais besoin de poser un vrai choix, je me suis posé la question de l'artisanat, de faire vraiment un virage orthogonal. Okay. Et parce que tu l'as dit, passionné de bricolage, mais passionné de loisirs créatifs, j'ai passé un CAP d'encadreur, tu vois. Ah oui, t'as quand même un CAP. Voilà, j'ai un début de CAP parce que j'ai pas fini les épreuves, j'ai passé l'écrit mais pas la pratique. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me travaillait. Donc j'ai eu besoin d'avoir un petit regard extérieur par rapport à ça. Et finalement, dans ce bilan de compétences, je me suis dit, dans le rôle de management et de directeur de service, la dimension humaine a tout son sens. Déjà, il y avait cette passion de l'humain, de la dynamique des groupes, de l'épanouissement de chacun. Voilà. Et donc, quand j'expliquais mon métier à mes enfants, je leur disais, je travaille pour que les collaborateurs qui sont dans mon équipe soient heureux de se lever le matin pour venir travailler. Donc, ils aient un sens. Donc déjà, la notion de sens était importante et je crois qu'elle ne m'a pas quittée ensuite dans la partie d'après. Et donc, finalement, voilà, je me suis posé cette question, mais il a fallu une rencontre aussi. Et chez Microsoft, ma DRH de l'époque m'a laissé cette chance de pouvoir passer au sein de l'équipe RH et d'apprendre ce métier. Je l'ai appris sur le terrain. J'ai appris que j'étais manager avant, je décidais, mais là, j'étais en management par influence. Je n'étais plus celui qui décidait, mais celui qui coachait derrière. Et j'ai appris ce que c'était que le syndrome de l'imposteur. J'ai appris plein de choses. Mais voilà, je suis ravie d'être aujourd'hui dans cette fonction RH qui me passionne. Et j'ai même ajouté à cette fonction une brique supplémentaire, puisque je me suis formée au coaching il y a 3 ans. Et vraiment pour percer la notion des dynamiques humaines, du développement personnel, du leadership au sens large, de la culture de la collaboration. Et voilà, avec cette brique de coaching qui me permet d'être un RH augmenté. On parlera du salarié augmenté tout à l'heure sûrement. Et justement, ce avant-après coaching, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta pratique RH ? Alors, c'est vrai que ça a changé quelque chose dans la connaissance de moi-même déjà, voilà, parce que le coaching, c'est un parcours sur soi avant tout, parce que c'est bon d'être aligné soi-même pour pouvoir accompagner les autres. Et puis, ça m'a donné aussi plus de recul et plus de matière pour accompagner les organisations. Après, je pense que ça m'a donné plus d'assurance pour moi, même si ça m'a posé beaucoup de débats entre la posture du RH, du DRH et du coach interne, qui pour moi ne vont pas ensemble, puisqu'il y a un conflit d'intérêts entre les deux. Mais c'est un débat dont j'aurai plaisir à rediscuter avec ceux qui nous écoutent peut-être. Mais voilà, en tout cas, ça m'a amené à être encore plus solide dans ma posture. Alors, c'est intéressant parce que dans les écoles RH, on te forme beaucoup plus des fois à l'aspect administratif de notre métier qu'à l'aspect intelligence relationnelle, coaching. Est-ce que tu penses que les RH, les jeunes RH, je pense là si on se projette, les jeunes RH qui sont en cours de formation ou les personnes qui reprennent des études pour aller vers ce métier devraient être plus formés à ce sujet d'intelligence relationnelle, au coaching, qu'au pur administratif, au pur juridique ?
Alors la réponse est oui, Ouais. mais ça je te dirais dans 2 ans peut-être, puisque ma fille rentre en master C'est RH. vrai? Donc du coup, Ok. j'aurai ce recul-là. Mais déjà, dans les 3 premières années de son école, il y a beaucoup de formations sur les soft skills. Et Mm. donc la façon d'être à l'autre, la Mm. façon de collaborer ensemble en projet, etc. Et je pense que ça, c'est critique pour nos fonctions RH, pour ensuite accompagner les organisations qui nous sont confiées. Et oui, à l'ère de l'IA, évidemment, il faut qu'on travaille sur l'émotion, sur l'intelligence émotionnelle et situationnelle pour pouvoir être de bons accompagnants. Alors justement, tu parlais de ta fille. Côté perso, tu as 5 enfants, je crois. Tu fais du semi-marathon, tu fais beaucoup de bricolage. Tu vis au Mans, là où on enregistre, mais tu travailles, ton entreprise est à Paris. On en parlait en off, tu fais quelques allers-retours en TGV toutes les semaines. Comment est-ce que tu fais, toi, pour garder ton équilibre entre ta vie professionnelle, qui doit être prenante, ta vie personnelle, qui est forcément aussi prenante? Est-ce qu'il existe vraiment cet équilibre et comment est-ce que tu le conçois? Alors déjà, je pense que quand on a un métier passion, ça aide énormément. Mhm. Et je crois que j'espère que tout autant tous les RH que nous sommes autour de ce micro et autour de ces écouteurs diront la même chose. Oui, le métier RH, c'est passionnant. Il y a un champ des possibles qui est absolument extraordinaire. Après, effectivement, faut faire face à la pression de l'entreprise, au rythme assez soutenu. Et effectivement, mon équilibre, je le puise ici au Mans, je le puise en famille, je le puise dans ces passions qui m'animent aussi autour. C'est pour ça que je ne suis pas allée dans un métier finalement vers l'artisanat, mais Mhm. je le garde en passion, puisque ça me permettra d'équilibrer les deux. Et c'est vrai que voilà, c'est important, c'est un équilibre qui est important pour moi. Et puis il y a presque en fait cet équilibre qui est quasiment naturel, de dire je prends le train, ça y est, j'endosse le costume de je rentre à la maison et je suis le père de famille, le sportif, le bricoleur, etc. Même si évidemment tout est unifié. Et je ne crois pas au masque qu'on a en entreprise. Pour moi, c'est une utilité de vie. Mais voilà, bien sûr, il y a la soupape de décompression dans le train qui fait que quand j'arrive, je suis pleinement disponible. J'aimerais avoir ton avis sur un sujet. Tu m'avais dit que tu allais travailler à Paris 2 jours par semaine. Mhm. Donc ton entreprise, ça permet 3 jours de télétravail. Oui. On entend de plus en plus d'entreprises commencer à revenir un petit peu en arrière sur l'équilibre travail à domicile, travail au bureau. Toi qui es RH, qui le vis quotidiennement, qu'est-ce que tu penses de ces tendances d'entreprise qui, je dirais, d'un coup, de décision de baguette magique, mettre l'accord télétravail à la poubelle et puis disent, bah, hop, c'est bon, tout le monde retourne au bureau à partir de dans 2 mois, c'est fini, quoi. C'est quoi ta posture, toi qui es RH et qui vit concrètement ce sujet? Alors moi, je crois beaucoup à la collaboration. Mm. Et la collaboration passe beaucoup par l'humain et la présence à l'autre. Puisque quand on est derrière un écran et le coach parle aussi, on a besoin de sentir le non-verbal, besoin de sentir la présence à l'autre. Maintenant, voilà, et je te le disais aussi en off, quand j'ai fait ce choix-là il y a 13 ans, j'y allais tous les jours à Paris. Mm. Donc après, tout est une question d'équilibre. Qu'est-ce qui est bon pour moi dans ce job? Qu'est-ce qui est bon pour moi dans cette entreprise? Je pense qu'il y a des entreprises qui sont plus ouvertes à ce télétravail que d'autres. Et chez ServiceNow, on l'est complètement, puisque avec cette technologie, forcément, on utilise ces technos au quotidien et donc on a ce côté technophile qui est facile pour l'intégralité des salariés, ce qui n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Et je crois que c'est aussi à chacun de trouver sa réponse. Moi, j'y crois parce que j'ai toujours évolué dans des entreprises américaines et technophiles. Maintenant, je comprends que certaines entreprises, et j'ai eu quelques discussions comme dans des entreprises du luxe, par exemple, où voilà, il y a cette notion de tradition aussi du produit, cette notion de collaboration au quotidien qui fait que bah voilà, on peut prendre des décisions autres. Moi, je pars du principe qu'effectivement, ne pas venir au bureau du tout serait suicidaire, parce que là, on n'a plus cette relation de café, de discussion en off sur les projets, et donc là, on perd de l'information. Ouais, je te rejoins sur cette. En tout cas, c'est une conviction aussi personnelle d'équilibre entre les deux. D'ailleurs, à propos de conviction, quelles sont les convictions RH, toi, que tu refuserais de compromettre, même sous une pression business? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi en termes RH? Alors, déjà, c'est le partenariat RH et business. Ok. C'est-à-dire que si on n'est pas main dans la main avec le leader, la fonction RH, pour moi, elle n'est que au service d'eux et elle n'est pas aux côtés d'eux. Et ça, c'est un décalage qui ne me conviendrait pas. Il y a quelque chose qui est important dans ce partenariat, c'est d'être au cœur des décisions.
que l'on prend aussi pour le business, on est un organe business, nous, la fonction RH. Et donc, si on est capable d'accompagner la prise de décision dans le design de l'organisation, alors je me suis promis d'essayer de retirer les franglais, donc je vais essayer de m'y tenir. Mais quand on définit une organisation, OK, quel est l'impact business, mais quel est l'impact people des salariés, et donc comment on va y travailler. Donc le plus on est mis dans la décision en amont, le mieux on peut travailler ensemble. Voilà. Et ça, c'est clair que c'est un parti pris, c'est une conviction sur laquelle je ne discuterai jamais. Ok. Et qu'est-ce que tu vois, toi, aujourd'hui, encore en 2025, dans la fonction RH, qui te fait un peu grincer des dents? Je pense que dans les discussions que j'ai avec des pairs, Ouais. par exemple, quand on me dit non, mais l'IA, Ok. en fait, dans 5 ans, on n'en parle plus, ou oui, bon, ça c'est bien pour les autres, mais pas pour la RH. Ouais, ça me fait grincer des dents, parce que certes, l'IA ne remplacera jamais la gestion des émotions dans une conversation, l'accompagnement d'une équipe, etc. Sauf que si on passe à côté de l'IA, on passe à côté de quelque chose. On en reparlera, mais c'est une conviction très forte. Et je pense qu'il faut faire attention à bien voir l'évolution de la fonction RH, au risque de déplaire et de crisper aussi, et de faire crisper certaines dents, je ne sais pas. Mais moi, je pense que voilà, la RH, certes, on a tout un enjeu de connaissances dont tu parlais tout à l'heure, de connaissances administratives, juridiques, etc. C'est indéniable. Maintenant, il faut aussi qu'on soit présent en posture coach et en posture d'accompagnement. C'est là qu'on fera la différence. Ok. Tu bosses dans un environnement qui est, on va y venir, et ça va être l'occasion aussi de nous expliquer un petit peu ce que tu fais, qui est ServiceNow, ce que tu fais concrètement chez ServiceNow. Mais tu bosses dans un environnement qui est international, qui est très tech, tu l'as dit, qui doit forcément être rapide, j'imagine, dans ses décisions. Qu'est-ce qui te garde aligné au quotidien et te permet de continuer de réussir dans ces différentes sociétés américaines? Je crois que ce qui me guide dans mes choix d'entreprise, c'est la culture de l'entreprise. Ouais. Et le sens qu'on peut y vivre, en fait. Si c'est une entreprise, je me suis parfois posé des questions d'aller travailler dans des entreprises avec des sens un peu différents, voilà. Et en fait, tout de suite, quelque chose m'a rattrapé en me disant, OK, comment tu peux aligner, toi, ta personne avec tes convictions, ta spiritualité, tes croyances personnelles, professionnelles, tes valeurs propres, avec celles de l'entreprise. Et c'est comme ça que, voilà, on peut durer le plus longtemps possible aussi. Et bien sûr, il y a un rythme qui est dense, bien sûr. C'est aussi le revers de la médaille dans une entreprise ultra créative et innovante. Mais c'est aussi ce que je vais chercher dans cette entreprise, c'est que ça pulse et qu'on peut essayer plein de choses au quotidien. Et ça nous donne aussi des résultats où on se dit, OK, j'ai essayé, je me suis planté, ou là, j'ai essayé, ça a donné quelque chose de positif. Bon, génial, on avance et on continue à innover. Voilà. Ok. Et ce qui me tient aligné, c'est vraiment donc ce sens, ces cultures d'entreprise, et puis le fait que moi, j'ai une marge d'autonomie importante. Alors justement, comment est-ce que tu fonctionnes au sein de ServiceNow? Donc, je veux bien que tu nous expliques qui est ServiceNow, peut-être. Et puis, ton rôle RH, tu diriges les RH, tu m'as dit pour l'Europe du Sud et pour les segments sales business. Alors, comme ça, quand je le regarde, je connais pas ServiceNow, ceux qui nous écoutent, je vois ça très matriciel, mais peut-être que je me trompe totalement. C'est quoi ton périmètre, tes enjeux, ton équipe, etc. Okay. Très bien. Alors, ServiceNow, pour ceux qui ne connaissent pas encore ServiceNow, c'est une plateforme cloud qui est conçue pour automatiser les flux de travail dans les entreprises. Ça agit vraiment comme un peu une plateforme des plateformes qui connecte les personnes, les processus, les données, les outils. À l'ère où on a eu une transformation digitale il y a quelques années, les entreprises sont appuyées sur pas mal d'applicatifs en fait pour gérer tel ou tel usage. Puis finalement, de fil en aiguille, le nombre d'applications a été exponentiel. Et bien du coup, là aujourd'hui avec ServiceNow, on vient un peu faire une plateforme qui interconnecte tous ces applicatifs pour automatiser les tâches répétitives. Donc c'est ce qu'on disait aussi dans la fonction RH, comment on peut essayer d'automatiser un maximum de choses pour accélérer les processus, travailler la productivité de l'entreprise. On va améliorer l'expérience employé et client, parce que forcément, on va avoir un parcours qui est plus fluide. J'en parlerai avec un parallèle aussi avec l'expérience consommateur qu'on a avec le net aujourd'hui. On met l'IA au service de l'humain. Comment justement on peut des salariés augmentés grâce à l'IA. Et donc ça, la plateforme nous permet d'avoir des scénarios qui s'appuient sur l'IA et donc d'avoir des mails prépopulés, etc. J'en reparlerai aussi. Et puis d'unifier tout l'existant, quoi. On n'a pas besoin de rechanger l'application, on connecte finalement les deux.
Alors, j'ai essayé de trouver une métaphore, parce que comme on n'est pas en visu, là, on n'a pas de vidéo. Pour moi, j'avais 2 métaphores peut-être pour essayer d'exprimer. Si je pense à une plaque de Lego, je vais aller imbriquer toutes les applicatifs derrière. Et ce que je vois, moi, en tant qu'utilisateur, c'est juste la plaque. Oui. Et c'est ça, ma plateforme. Et ça vient tout connecter derrière. Ou après, on peut penser au chef d'orchestre. On a plein d'instruments différents. Et puis, le chef d'orchestre, il va harmoniser. Il va s'assurer qu'on automatise les transitions entre les différents mouvements. Et hop, ça fonctionne. Donc, ServiceNow, c'est ça. Ça existe. C'est une entreprise qui existe depuis 20 ans. Donc, il y a 20 ans d'expérience, d'automatisation, de processus, de bases de connaissances qui sont intégrées. C'est une entreprise américaine qui compte aujourd'hui 27 000 personnes dans le monde et qui s'appuie sur l'IA pour vraiment accélérer cette transformation dans l'entreprise et la productivité dans l'entreprise. Ouais, on va y revenir parce que vous n'avez pas attendu l'IA tel que le grand public le connaît depuis fin de l'année trimestre 2022 ou plus récemment les agents IA, mais bon. On va revenir un petit peu sur tout ça. Tu es tout seul pour gérer tout ça, toi, dans ton équipe ? Je ne suis pas tout seul. Déjà, pour revenir un peu sur le périmètre dont tu parlais tout à l'heure. Donc, ce périmètre, j'ai aujourd'hui 2 comités de direction que j'accompagne. Le comité de direction Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique. Et donc, j'accompagne l'équipe de direction de cette organisation sur la stratégie people de cette organisation. Où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Où est-ce qu'on va demain ? Et qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se traduit en termes de compétences, comment ça se traduit en termes d'expérience, comment ça se traduit en termes de bien-être au travail. Et du coup, on gère des programmes pour accompagner. Et puis, c'est effectivement matriciel. Au sein de ce comité de direction, il y a les équipes Solution Sales, donc les équipes qui sont en vente par solution et donc par workflow qu'on a un tout petit peu accroché tout à l'heure. Et donc, cette équipe qui est en reporting européen, j'accompagne aussi ce comité de direction européen spécifiquement sur cette fonction-là, Solution Sales. Et donc, à chaque fois, notre organisation RH, elle s'appuie sur des RH dans les pays. Donc, voilà, à chaque fois avec cette spécificité, évidemment, en l'occurrence en France, en Italie, Espagne et puis au Moyen-Orient. Ou alors, pour l'Europe, dans les différents autres pays. Et puis, sur des centres d'expertise. Donc, toutes les équipes compensation, avantages sociaux, recrutement, légal, voilà. Donc, nous, on s'appuie en tant qu'RH généraliste sur l'ensemble de ces organisations, sur ces experts. Exactement. Okay, d'accord. Je vois bien un petit peu comment vous fonctionnez. Alors, ServiceNow affirme avoir un positionnement expérience collaborateur augmenté. Je trouve ça très intéressant. Comment ça se traduit au quotidien ? Alors, déjà, je crois que le postulat de base, et c'est ce sur quoi on s'appuie, c'est que l'expérience d'un collaborateur, d'un consommateur, elle a largement évolué à l'ère de Internet. Quand tu fais un achat sur Internet, je suppose que chacun a fait cette expérience, tu sais ce que tu achètes, tu as des avis sur ce produit. Une fois que tu commandes, tu arrives à suivre finalement où ça en est. Et puis une fois que tu le reçois, tu remets ton dernier commentaire et tu es content ou pas de ton produit. Et bien à force de ça, en fait, on a construit un peu notre expérience salariée, collaborateur. Et donc sur les moments qui vont compter dans l'expérience. Donc les moments qui vont compter, je sais pas toi, qu'est-ce qui compte dans l'expérience d'un collaborateur dans l'entreprise ? Moi, j'ai tendance à dire que l'expérience collaborateur, elle commence très très tôt, et même des fois avant que tu arrives à ton bureau, ou dans ton usine, ou dans ton entrepôt. Donc je dirais qu'une fois que tu as dit OK avec un recruteur, qu'il soit externe, interne, que tu as tapé dans la main et que tu as éventuellement signé un contrat de travail, et encore, on pourra mettre le contrat de travail dans l'expérience collaborateur, c'est parti. En tout cas, moi, c'est ma position. On est complètement d'accord. Okay. En fait, la lune de miel, elle commence même avant que tu aies signé ton contrat. C'est-à-dire dès l'identification du collaborateur, on vient t'approcher ou alors on répond à un CV que tu as envoyé. Là, on a envie de lancer l'expérience Waouh, quoi. Voilà. Et donc, dans les moments qui comptent, le premier moment, c'est l'identification sur le marché. Donc là, je vais sortir quelques anglicismes. C'est le find me. Donc, comment je t'identifie sur le marché. À partir de là, nous, on part du principe que la lune de miel commence. Après, le deuxième moment qui va compter, c'est l'accueil de l'entreprise, le welcome me. Donc, que tu sois dans les bureaux virtuels ou physiques, c'est la même chose. Et donc, je reviendrai peut-être un peu là-dessus, puisque c'est un moment, l'onboarding, qui est vraiment clé et parfois un petit peu négligé dans certaines entreprises. Et donc, voilà, l'intégration du collaborateur au jour 1 et même un peu avant, c'est le deuxième moment qui compte. Après, c'est la vie dans l'entreprise. C'est-à-dire, j'ai une question sur mes congés, j'ai une attestation, etc. Mais c'est la notion de engagement quotidien, de engage me,
Et donc, c'est tous les contacts au quotidien qui vont avoir lieu par des questions de mon point de vue, les interactions avec l'équipe RH, avec l'agent virtuel, avec le portail, etc., avec la base de connaissances, etc. Ensuite, il y a un moment qui est important, c'est le reward, c'est la reconnaissance du collaborateur. Je suis reconnu par des augmentations salariales, ma rémunération, mais je suis aussi reconnu par en bon français, on appelle ça des kudos, mais de la reconnaissance. Donc, en gros, on tape dans le dos en disant c'est super ce que tu as fait et merci, donc des signes de reconnaissance. Et donc, voilà, tous ces moments-là de reconnaissance. La 5e étape, c'est la croissance dans l'entreprise, le développement. Comment je suis nourri de formation, comment je suis nourri de mon plan de développement mis au service du collaborateur. Et puis enfin, il y en a un moment qu'on oublie souvent, c'est comment se dire au revoir. Et effectivement, autant l'onboarding que l'offboarding, c'est 2 moments qui comptent. J'allais y venir parce que tu disais que l'onboarding, c'était pas en place dans toutes les entreprises. Donc, c'était pas structuré en tout cas. Je te rejoins, mais l'offboarding, c'est encore pire. Oui, exactement. Et d'ailleurs, quand les quelques fois où j'interviens, soit dans des forums ou soit auprès des clients, il y a un espèce de « Ah ouais, effectivement, j'y avais pas pensé ». Et donc, quand le collaborateur quitte ServiceNow, on veut aussi quelque chose qui soit simple, qui soit automatisé pour soigner, malgré tout, l'échange plutôt que le processus, quoi. Donc, ça, c'est un élément qui est important et qui... nous, on croit beaucoup à l'effet boomerang, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui part, il peut tout à fait revenir dans 3 ou 5 ans avec une expérience nouvelle. Donc ça, c'est des moments qui comptent vraiment pour nous. Je ne sais pas si tu veux qu'on rentre un peu dans le détail. Si, je veux bien. Et surtout, tu as dit que tu es une entreprise tech et que vous essayez, alors ce mot-là, il peut faire peur aussi, d'automatiser. Comment est-ce que vous rendez effectivement, je dirais, les outils, la tech, utiles dans tous ces moments de vie d'un collaborateur? J'ai une conviction, je pense que l'outil ne doit pas remplacer la relation humaine, les échanges avec le manager, avec le recruteur, avec les ressources humaines, mais que les outils peuvent nous aider à aller plus loin. Ça, c'est une vraie conviction. Donc, comment est-ce que vous avez cette culture-là, en même temps d'outils, de boîtes très tech, parce que 20 ans, et l'IA, vous n'avez pas attendu, comme je le disais, fin 2022 pour vous y intéresser et l'appliquer. Et comment est-ce que vous faites concrètement pour que les collaborateurs de ServiceNow, ils vivent quelque chose de waouh, justement? Alors effectivement, je me tirerais une balle dans le pied si je disais que la plateforme me remplacerait demain. C'est pas le cas. Et c'est plutôt comment je m'appuie sur la plateforme pour exercer mon métier encore mieux. Mais ça, je trouve super intéressant parce que ça touche au débat d'aujourd'hui, 2025 là pour le coup, ou 2026. L'IA va-t-elle remplacer les RH? Alors je vais t'exprimer ma conviction. Après, on ne va pas le lire dans la boule de cristal, mais voilà. Je vais te citer un exemple. Sur l'exemple de l'onboarding, justement, qu'est-ce qui va compter? In fine, c'est que le collaborateur se sente accueilli. Et moi, je vais te parler de mon expérience propre. Je suis arrivé, certes, après le Covid. Donc, l'entreprise était réouverte. Les bureaux, pardon, l'entreprise n'a jamais été fermée. Les bureaux étaient bien réouverts. Mais l'idée dans l'onboarding, c'est de se dire comment je vais simplifier l'expérience de l'onboarding, pouvoir gérer et suivre les tâches d'administratif inhérentes à l'onboarding pour pouvoir plus être présent au collaborateur quand il arrive. Typiquement, la productivité, la recherche de productivité et l'automatisation, plutôt que de gérer des fichiers Excel, des SharePoint, etc., en fait, le processus va gérer le provisionnement des ressources informatiques en réduisant de 70% les tâches manuelles. La plateforme qui m'accueille, donc j'ai signé mon contrat de travail, j'ai une plateforme qui m'explique déjà les différents groupes, les différents métiers, les membres du comité de direction global, etc., le purpose, le sens de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise, mais je vais y poster aussi mon RIB, ma carte d'identité, etc. Et donc, ce qui fait que quand j'arrive le jour J, le jour 1 de l'entreprise, j'ai 99% des tâches d'onboarding qui sont déjà faites. Et donc, j'ai déjà chez moi, depuis 48 heures, mon PC qui est arrivé, mon ordi qui est arrivé chez moi, avec mon sac à dos brandé aux couleurs de ServiceNow, avec mon cahier, avec mon crayon. C'est basique. Mais en fait, ça fait une différence incroyable. Moi, quand je l'ai reçu, je me suis dit, c'est pas possible, comment ils ont fait, en fait. On se sent quelqu'un d'important à partir du moment où, OK, j'ai le package d'arrivée. Et donc, du coup, le premier jour à l'arrivée, à 9h, j'ai la session d'onboarding où on présente l'entreprise, les personnes clés, etc. Ce qui fait que j'ai plus la demi-journée perdue à faire le tour des popotes pour savoir qui a mes papiers, qui ne les a pas. Ah, je les ai envoyés là, mais je les ai pas à côté. Alors que là, moment tout hyper part. inintéressant quand tu es un salarié. Et puis en plus, à chaque fois, tu as le sentiment de déranger des gens qui se disent mais pourquoi il est là, lui? Donc, OK. Et tu as un vrai sens de promo d'arrivée, du coup, parce que tout le monde arrive à la même enseigne. OK.
Comment est-ce que vous embarquez justement les collaborateurs? Parce que vu la taille de l'entreprise, vous devez avoir régulièrement, je dirais, des onboardings. Ça doit être quelque chose d'assez récurrent. Comment est-ce que vous embarquez vos nouveaux collaborateurs dans l'adoption de tous vos outils? Parce que toi, tu venais de chez Microsoft avant, Oui. entreprise quelque peu technophile. Mais si vous embarquez quelqu'un qui n'est pas forcément d'une entreprise aussi technophile que toi, tu l'étais chez Microsoft, comment est-ce que vous réalisez les choses? Alors forcément, les profils qu'on cherche, nous, sont quand même plutôt technophiles, parce Ouais. qu'il y a quand même un peu de connaissance des technos dans l'environnement client, etc. Donc il y a forcément, à minima, cette appétence Ouais. qui Qui a été est checké très pendant forte. les process de Oui, recrutement. typiquement, on a revu tous nos processus de recrutement. Là, on est en train de relancer une nouvelle vague de... Alors, je vais redonner encore un anglicisme, mais un playbook, donc une nouvelle façon de recruter, et qui intègre des questions spécifiques un peu technophiles, et puis aussi des questions spécifiques sur l'IA, puisque c'est forcément quelque chose que nous, on va checker dans les profils. Mais déjà, je pense que la première chose, c'est de se dire qu'il y a cette agilité avec la technologie, et le fait d'utiliser déjà nos technos sans le savoir, d'être customer zéro, client zéro, j'en reparlerai probablement, c'est la première brique. C'est-à-dire que voilà, on s'attache à ce que le collaborateur, il sache de quoi on parle et qu'il vive l'expérience pour mieux en parler après à son client. Et puis ensuite, il y a des formations sur la plateforme aussi, savoir la pitcher, savoir l'utiliser, savoir voir la valeur qu'elle peut apporter à d'autres. Il y a des cas clients aussi qui sont mis en avant et forcément qui vont nous aider à ça. Mais l'expérience collaborateur, elle va permettre d'appréhender, d'aimer, de nourrir la plateforme, puisque quand je dis que client zéro, on est là aussi pour donner du feedback, des retours sur cette plateforme, pour qu'elle soit en amélioration continue. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose, c'est très fort. Moi, j'ai découvert ça en arrivant. Il y a une passion incroyable des collaborateurs ServiceNow pour la plateforme, pour le produit en fait. Et donc tout le monde a envie de le faire savoir, a envie d'en faire bénéficier les clients. Et c'est quelque chose qui est vraiment très fort chez ServiceNow. Est-ce que vous avez déjà eu un échec quelque part, quelque chose qui n'a pas marché comme vous l'aviez préestimé au sein de ServiceNow en termes d'expérience collaborateur? Je pense que dans le test and learn que j'ai évoqué tout à l'heure, forcément, on a décalé des lancements à certains moments, parce qu'on se dit, là, on n'est pas tout à fait prêt. Les retours font que peut-être qu'il faut qu'on attende un peu. Et donc, c'est vrai que voilà, parfois, on a tâtonné sur une brique ou deux en disant, là, on aimerait bien lancer. Ah non, on n'est pas prêt, on attend un peu et on le lancera 6 mois plus tard. Parce qu'on a des releases et des lancements réguliers. Et finalement, c'est ce qui nous permet, par les retours des salariés, de se dire, OK, on y va ou on n'y va pas. Et donc ça, c'est un élément qui est fort aussi, puisque on a voix au chapitre. Ok. Alors moi, j'aimerais qu'on zoome un peu sur l'IA, qui prend une ampleur très forte. Tu as des convictions que tu exprimais tout à l'heure sur ce sujet. Il y a dans les process RH. Concrètement, depuis fin 2022, qu'est-ce que ça change chez ServiceNow? Alors l'IA, c'est déjà nous un sujet de 2017. On a déjà commencé à travailler parce dessus. Parce que c'est votre culture d'entreprise. Voilà, on est forcé d'avoir un temps d'avance. On s'est intéressé à des premières acquisitions et donc du coup à comment on pouvait travailler avec l'IA et comment l'intégrer. Alors il y a des trucs qui peuvent paraître basiques mais qui changent au quotidien. C'est-à-dire, par exemple, sur la brique, quand j'expliquais l'expérience collaborateur, j'expliquais la brique de l'engagement au quotidien. J'ai une question, je vais aller sur la plateforme et je veux poser la question. J'ai le Now Assist, j'ai une box. Et je vais dire, qu'est-ce que tu peux me dire sur la gestion des congés chez ServiceNow? Il va me prépopuler une réponse qui est un résumé finalement de la base de connaissances. Bon, j'ai besoin d'en savoir plus, je clique sur la base de connaissances, ça me renvoie vers l'article qui va bien. Ok. Si j'en ai pas assez, en fait, et l'article de la base de connaissances, je peux le noter. Si je refais mon parallèle avec l'achat sur Internet, je peux dire si la réponse, elle me va à 3 sur 5 ou à 5 sur 5. Et donc derrière, il y a quelqu'un, on voit en plus qui est l'auteur de cet article, donc il y a un feedback qui peut être envoyé. Et ensuite, si ça me suffit pas, soit je demande à mon agent AI, soit je demande, j'envoie une demande, une requête à quelqu'un qui va le traiter derrière. Et la personne qui va le traiter derrière, par exemple, si je m'attache à cette personne-là, eh bien, l'agent RH physique, en l'occurrence, va recevoir une demande
Et puis, va voir finalement que c'est peut-être pas la première fois qu'on reçoit une demande comme ça. Donc, déjà, il va voir mon dossier, il va me dire, attends, c'est peut-être la 3e fois qu'il demande et il a toujours pas la bonne réponse. Donc, on va se dire, OK, la base de connaissances n'est pas assez fouillée peut-être, donc il faut en faire quelque chose. Sur la base de différents dossiers, les différents cas que j'ai faits, en fait, il va me proposer une réponse toute faite avec l'IA où j'ai plus qu'à corriger, à ajuster. C'est là où on dit de l'augmentation, c'est-à-dire que je vais pas perdre du temps à réécrire le basique. Je vais me dire, est-ce que c'est intelligible et qu'est-ce que je dois mettre en brique en plus? Et puis, si j'ai X demandes, parce qu'on parlait de data, de tracking tout à l'heure, si j'ai une demande, OK, peut-être c'est exceptionnel. Si j'en ai 15, 20, 30, 50, on va se dire, bon, il y a un truc qui va pas. Donc, on va refaire la base de connaissances. Et donc, l'IA va permettre de refaire la base de connaissances sur la base de toutes les réponses qu'on a pu apporter et va améliorer la base de connaissances qui était faite au départ. Et ça, c'est des éléments qui sont importants puisque, du coup, ça va nous permettre d'être meilleurs sur la réponse aux salariés. Du coup, passer peut-être moins de temps sur les tâches à faible valeur ajoutée pour être plus présent sur les tâches à plus forte valeur ajoutée de développement, de dynamique de groupe, etc. Quand tu dis base de connaissances, c'est des articles. C'est des infos qui sont externes, genre type code du travail, etc., votre convention collective, mais c'est aussi vos accords, vos pratiques, votre culture managériale. Notre culture managériale, par exemple l'entretien trimestriel, comment il se passe, quelles sont les questions qu'il faut qu'on se pose, etc. Ça, c'est vous. Ouais, c'est nous, c'est notre identité. Ok. Et c'est une agrégation de tout ça qui va faire en sorte que moi, collaborateur, où que je sois dans le monde en plus, parce qu'en plus il y a des applications. Il y a des logiques différentes par pays. Par pays en plus, je vais pouvoir avoir les infos qui me correspondent. Qui te concernent. Ok. Et du coup, sur le relationnel avec le RH, si je suis collaborateur en Italie par exemple, qui est dans ton périmètre, je peux quand même te parler. Alors, tu peux me parler, tu peux surtout parler à ma collègue qui s'occupe de l'Italie et de l'Espagne. Ouais. Même si notre conviction qui est assez prégnante dans la plupart des entreprises aujourd'hui, c'est que le premier RH, c'est le manager. Parce que c'est la personne qui connaît le mieux. Ça, c'est aussi votre culture. Ouais, on est sorti un peu du paradigme de tiens, je veux bouger, je veux aller voir la RH. Oui, alors moi, en tant qu'RH, je suis finalement un mauvais conseiller puisque je ne te connais pas au quotidien. Et donc, je suis ravie de te recevoir, je suis ravie de te donner quelques conseils. Je peux te guider éventuellement. Je peux te guider. Je peux te donner des conseils sur comment préparer cette mobilité. Mais alors, te dire où tu dois aller, déjà, je n'ai pas cette responsabilité-là au sens de si je te mets sur la mauvaise route, tu vas m'en vouloir. À la fin, c'est qui décide? C'est toi qui vas décider où tu as envie d'aller. Et puis ensuite, moi, je ne sais pas ce que tu fais au quotidien et quelles sont les compétences que tu as au quotidien. Je peux faire au travers de ton manager, mais je suis biaisé. Donc, en fait, le meilleur RH, ça reste le manager. Ok. Mais ensuite, évidemment, tout notre enjeu, c'est du coup de former nos managers. Et là, on a des communautés de managers avec lesquelles on va travailler pour travailler avec eux le courage managérial, pour travailler avec eux comment on travaille la gestion de la performance, comment on va faire grandir des collaborateurs, comment on va les faire grandir en termes de formation, en termes de priorité, en termes de plan de développement. Et donc ça, c'est du temps qu'on va passer avec les managers pour qu'ils soient des managers augmentés aussi. Ok. Vous avez une approche compétences et mobilité qui est importante au sein de ServiceNow. Comment est-ce que vous la structurez? Alors déjà, l'aspect compétences, je pense que, et si je reviens sur l'intelligence artificielle, on se sent une responsabilité de former nos collaborateurs, mais pas que. Former aussi un peu le marché. On a lancé tout récemment ce qu'on appelle la ServiceNow Université. C'est une plateforme d'apprentissage qui est gérée par l'intelligence artificielle, la formation, les chemins de carrière, etc., et qui va nous permettre de guider finalement sur l'adoption de la plateforme, l'adoption de l'IA, l'adoption de la technologie au service des différents cas d'usage, qu'on soit en interne, donc collaborateur, mais qu'on soit aussi client, qu'on soit partenaire. Et notre ambition en France, c'est de former 3 millions de personnes d'ici 2027. Ah oui. Donc ça, c'est accessible par quelque part tout à chacun? Ouais, exactement. C'est-à-dire que moi, Florent Le Tourneur, qui ne travaille pas chez ServiceNow, tu peux aller accéder à la ServiceNow University en ligne. Je crée, j'imagine, j'ai même pas été voir, mais j'imagine je crée un compte, un login password assez classique, banal, et j'ai accès à des informations. Tu peux aller chercher des formations. Waouh. Ok. Et ça, c'est intéressant d'aller sur ce terrain de jeu. Ouais, c'est chouette. Et en fait, c'est vraiment dans l'idée de se dire le monde du travail il évolue tellement vite. L'apprentissage, c'est un domaine d'action qui est stratégique. Aujourd'hui, je lisais là dans un rapport du BCG, 90% des collaborateurs auront besoin de nouvelles compétences d'ici 2030.
et un autre rapport qui dit que 39% des compétences clés des salariés auront changé d'ici 2030. Je ne dis pas que notre métier va radicalement changer, mais il va évoluer. Et donc, du coup, de se dire comment on prépare cette transition-là. On ne va pas regarder le train passer, on va monter dans le train et on va évoluer avec le train qui passe. Donc, c'est vrai que l'IA, c'est clé, en fait, pour tout un chacun. Le sujet que tu abordes, pour moi, il est fondamental dans le monde dans lequel on est actuellement, qui va à une vitesse quand même dingue. Et alors, si on zoome sur l'IA, je pense que ce qu'on se dit aujourd'hui, dans 6 mois ou dans 1 an, va être limite obsolète. C'est que j'entends, moi, tu vois, des collègues, des pairs RH, qui disent, moi, je suis au fond de la mine. Je pars en vacances. Je coupe pendant 3 semaines, 1 mois, parce que je sais que je vais revenir en septembre et je vais encore être au fond de la mine quand je vais rentrer. Et je lui dis, mais tu te formes quand, en fait? Et des fois, je discute avec des pairs, ils me disent, j'ai juste pas le temps de me former. Et là, je me dis, waouh, ça, c'est chaud. Parce que t'es RH, tu vas accompagner les managers, les collaborateurs à prendre soin d'eux, de se former, etc. Mais toi-même, tu le fais pas. Donc déjà, il y a une solution que je ne connaissais pas qui est Service University. Donc déjà, premier point. Deuxième point, comment est-ce que tu réagis, toi, si tu avais quelqu'un dans ton équipe qui te disait ça? Un collègue RH qui te disait, attends, mais j'ai pas le temps, t'as vu tout le travail que j'ai. Un collègue RH ou collègue tout court, en fait, parce que c'est un véritable enjeu. Vraiment un enjeu. Et c'est ce que les collaborateurs nous disent aujourd'hui. Ça va tellement vite. On a tellement de choses à faire dans notre quotidien que la formation, elle pourrait passer à côté. C'est pour ça que, c'est un débat qu'on avait avec notre comité de direction, comment ils peuvent être encore plus force de, pas de proposition, mais encore plus partie prenante de ces formations, montrer combien c'est important pour prioriser ce sujet-là. Parce qu'effectivement, tu es happé par ton quotidien tout le temps, quoi. Et donc, et tu as bien raison, investir du temps sur la formation, c'est critique aujourd'hui, mais comme ça l'a été hier, mais c'est peut-être d'autant plus critique que le rythme est d'autant plus soutenu aujourd'hui qu'il faut qu'on investisse du temps et qu'on se garde des plages de temps pour ça. Par exemple, en fonction RH, tous les étés, on a une espèce d'université avec un programme. Là, en l'occurrence, c'est sur l'IA. L'année dernière, c'était sur le data management, par exemple. Tous les ans, pour se dire, OK, je prends du temps pour moi, pour me former, et on a la même culture commune avec toute l'équipe RH sur un sujet en particulier. Du coup, on a une espèce de bienveilleurs les uns les autres en disant, mais attends, est-ce que tu utilises ta formation? Je viens de titiller un peu sur l'usage de ça. Et donc, si on rentre pas dans ce mood-là, j'ai envie de dire, on rate un train, et puis du coup, voilà. Et donc, c'est ces rappels un peu à l'ordre, c'est cette discipline personnelle, mais c'est comment l'entreprise crée les conditions aussi pour que je puisse y aller. Et alors, ça, c'est justement un point. Vous qui êtes, c'est votre métier, là, pour le coup. Tu vois, moi, je vois encore des entreprises où le plan de formation, il est construit un petit peu à l'ancienne, dans le sens où on va rencontrer, les managers vont faire leurs entretiens annuels ou tous les 2 ans avec des collaborateurs, on va émettre les souhaits de formation, qu'on va remonter dans des fichiers Excel au service formation ou au service RH. Et puis, moi, en collaborateur, entre le moment où je l'ai exprimé au manager et le moment où peut-être on m'accorde le droit de partir en formation, il s'est passé 12 mois. Sauf qu'aujourd'hui, le monde va trop vite pour ça. Comment est-ce que vous accompagnez là-dessus? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous-même déjà? Et qu'est-ce que tu préconiserais, toi, aux personnes qui nous écoutent pour accélérer le rythme sur l'apprentissage et la montée en compétences? Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous, on choisit des programmes en fonction de thèmes qui sont forts. Donc, l'IA, aujourd'hui, c'est typiquement un programme sur lequel on va très fort. On s'appuie sur une entreprise extérieure qui va nous aider à faire des assessments, mais on va passer tout le monde au crible de l'assessment. OK. De façon positive, encore une fois, c'est pas de la gestion de la performance, c'est de la gestion du développement et de l'accompagnement du développement. L'idée est de se dire que, justement, j'ai l'opportunité de me dire où j'en suis sur ma connaissance de l'IA, et derrière, on va me pousser des formations qui sont adaptées à mon niveau. De la même manière, on a lancé cette année un profil dans la fiche du salarié dans l'entreprise. Tu as ton profil, voilà, ton expérience, etc. Et on te demande de t'auto-évaluer sur un certain nombre de compétences, et tu dis un niveau de 1 à 5, je pense que j'en suis là, je pense que j'en suis là. Encore une fois, c'est une relation de confiance avec le manager et l'entreprise. Et à la fin, qu'est-ce que ça va donner? C'est que l'IA va nous pousser des formations, nous, personnellement, en fonction de où j'en suis dans mes compétences. Okay. Donc là, c'est un plan de formation un peu particulier, parce que du coup, c'est personnalisé sur les compétences qui sont mes forces ou mes zones de développement aujourd'hui. Et donc, ça va aller chercher, à la fois dans du soft skills ou du hard skills,
la compétence qui va bien. Ok, donc ça c'est une approche compétence qui est importante. Et c'est une brique qu'on vend aujourd'hui. Et donc, par la plateforme, les collaborateurs pourraient profiter de cette bloc-là, ce bloc-là avec ServiceNow. Ok. Le temps tourne. Comment est-ce que tu vois, toi, évoluer la fonction RH? Alors, c'est difficile d'être Madame Soleil, hein, j'en ai bien conscience, mais alors, Madame Soleil, pour les plus jeunes, il y a quelqu'un qui n'existe plus. Qu'est-ce que tu dirais sur la fonction RH? Elle est en train de devenir quoi, à ton avis? Un relais? Un architecte? Un acteur politique? Un influenceur? Comment tu vois les choses? Alors, j'espère pas un politique, parce que j'espère qu'on est, même si on nous reproche parfois de ne pas être dans le parler vrai, et voilà, mais j'espère qu'on est dans l'accompagnement au plus proche des collaborateurs et dans le concret des organisations à minima. Je pense que la fonction RH, déjà, si je rebondis et en transition avec le sujet qu'on vient d'aborder, c'est qu'on doit s'appuyer sur les technos pour intégrer plus d'humains dans notre métier. Okay. Donc, on arrête de diaboliser l'IA. GenAI, on se forme, on l'adopte pour mieux l'utiliser, pour mieux comprendre comment chercher avec l'IA. On en comprend aussi ses limites et ses impacts. Ouais. Et on gagne du temps sur les tâches du quotidien, on est plus présent aux autres, on accompagne les managers pour qu'ils accompagnent mieux les collaborateurs. Voilà, ça ne va pas nous remplacer demain. Pour moi, l'IA, ça ne va pas nous remplacer, c'est juste un nouveau chapitre qu'on va construire avec l'IA, qui va nous libérer de ces tâches répétitives, mais ce n'est pas l'IA qui va écouter un collaborateur en souffrance. Et c'est pas lui qui va poser les questions qui vont un peu titiller le leader. Qu'est-ce que tu fais quand t'es RH? Parce que je l'entends moi des fois, je veux le faire, mais mon DSI me dit non, l'IA c'est pas ton sujet, c'est un sujet d'informaticien. Ça c'est un vrai débat aujourd'hui. Et puis en plus, nous on n'est pas très chaud parce que les données circulent n'importe où, etc. Bon bref, toi ton regard à ça. Moi je suis RH dans une boîte comme ça, mais j'ai envie de fuir moi. Alors moi c'est un vrai débat. Tu vois, je rencontre aujourd'hui des clients. Et encore une fois sur deux, je rencontre les DSI plutôt que les DRH. Ok, intéressant. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de sensibiliser les DSI, mais moi, j'ai envie de rencontrer les DRH, en fait. C'est eux qui sont décisionnaires sur cette transformation. Maintenant, en tant qu'RH, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, prenez le pouvoir, quoi. C'est-à-dire, prenez le pouvoir. L'IA, soit vous le regardez passer, et auquel cas, le job que vous avez aujourd'hui ne sera plus celui que vous avez demain et vous risquez de le perdre. Soit vous vous formez et vous êtes le RH augmenté dont on aura besoin demain. À nous de décider en fait ce qu'on a envie de faire. Mais prenons le pouvoir, parce que l'IA, c'est ce qui va nous permettre, j'ai l'impression d'être redondant, mais ce qui va nous permettre d'être à la page demain. C'est au sujet un sujet d'employabilité personnelle en plus. Oui, tout à fait. Parce que si tu vis ça en tant que RH... tu te tues un petit peu sur ton employabilité à moyen terme sur le marché, quoi. Et puis en plus, moi, franchement, perso, moi, je préfère m'appuyer sur l'IA pour être sur de l'accompagnement de comité de direction et pour les aider à travailler leur intelligence émotionnelle ou situationnelle, plutôt que d'être derrière des requêtes d'attestation de salariés, quoi. Typique, la valeur, elle est autrement positionnée et moi, je préfère être sur le premier cas. Ok. J'avais une question, tu vois, je vais un petit peu la transformer, parce que la question, si tu devais partager à un jeune RH, et je dirais si tu devais partager à ta fille qui va vers un diplôme important en ressources humaines, une leçon essentielle tirée de ton parcours, ce serait quoi? Ce serait quoi ce que tu partagerais avec ta fille, plus globalement avec des jeunes ou des moins jeunes qui vont vers la fonction RH? Eh bien, déjà, la première chose, et c'est le sujet que tu as abordé tout à l'heure, c'est la formation continue. Ouais. Ça s'arrête pas au master. En fait. Ça s'arrête pas au master. Et en fait, la RH, c'est quand même une science molle. C'est-à-dire qu'on est sur de l'humain, on n'est pas sur 1 + 1 = 2, quoi. Et donc, on est sur une science molle de connaissances individuelles, d'accompagnement des collaborateurs, des managers, des leaders. Ça s'apprend pas comme ça. Et donc, c'est bien de se nourrir par des lectures, par des formations, par des podcasts, par plein de sujets qui aujourd'hui se multiplient, et c'est tant mieux. Mais investir du temps pour ça et investir du temps aussi sur du réseau. Ouais. Aller chercher en fait les tendances qui sont celles qu'on a aujourd'hui, des forums avec d'autres RH. C'est passionnant en fait de partager ses parcours. Et quand on est jeune, de se nourrir de ça pour se former, forger ses propres convictions. Je te recours dans la question du coup. Comment tu fais ta veille, toi? Eh bien, écoute, j'essaye de me donner un peu de temps pour des podcasts,
pour des lectures. Je pense que depuis la formation au coaching, je me forme encore plus. Ça fait pour moi partie de cette formation continue, le coaching, finalement, parce que je suis allée puiser ça en fait partie, de toute façon. une connaissance, une base de connaissances incroyable. Et j'ai pas fini, quoi. Et donc, c'est vraiment ce qu'on apprend dans le coaching, c'est vraiment cette formation continue qui est très importante, au travers de la supervision, au travers des lectures, au travers des formations qu'on peut aller chercher en plus. Et c'est une source qui ne se tarit pas, évidemment. Et puis, j'ai envie de dire aussi d'aller sur le terrain. D'aller sur le terrain avec mes commerciaux pour expliquer comment moi j'utilise la plateforme, comment nous utilisons la plateforme en tant qu'RH. De rencontrer d'autres RH avec d'autres problématiques, c'est hyper intéressant parce que parfois on peut être un peu insolent de se dire notre réalité c'est celle-ci, mais ça convient pas à toutes les entreprises. Et donc comment justement cette plateforme qu'on utilise nous, elle peut être utilisée à des niveaux de maturité différents aussi en fonction de la maturité de l'entreprise et des collaborateurs à l'utiliser. Donc ça, c'est hyper intéressant pour moi. Et puis voilà, je crois que c'est aussi, c'est tout simple, mais d'être curieux de ce qui se passe autour, curieux de podcasts qui n'ont rien à voir avec la RH aussi, et sur des parcours de vie, sur des sensibilités aussi, et de se dire, OK, ces gens-là sont potentiellement mes collaborateurs, comment je peux m'adresser à eux aussi demain en entreprise. Je suis d'accord avec toi. Moi, paradoxalement, j'écoute des podcasts RH, alors, mais pas que. J'écoute des podcasts marketing, des podcasts IA. Alors, je suis un tech à la base, donc je suis resté aussi fan de ces sujets, mais je pense que c'est important de s'ouvrir à ce qui se passe et d'accepter que le monde bouge vite et qu'il faut aller au contact. Tu parlais des réseaux. Tu fais partie de réseaux, toi, ou pas? Alors, je fais partie de réseaux parce que par exemple, on a été certifié Great Place to Work. On a gagné la 3e position du classement pour notre première nomination. Donc, en France, on est quand même plutôt très fiers de la catégorie des 250 à 1000 salariés. Et voilà, c'est une grande fierté qui n'est pas celle des RH, qui est celle de l'entreprise, puisque ce résultat, il appartient à l'ensemble des collaborateurs. C'est eux qui ont travaillé en groupe, vraiment sur le terrain. Et puis après, j'essaie d'être... J'ai un cabinet de coaching que j'adore qui s'appelle Good Coaching et j'essaie d'aller à leurs after-work systématiquement pour justement rencontrer d'autres RH, non pas dans un thème précis de RH en tant que tel, mais dans un terme de développement personnel qui soutient la fonction RH. Ok. Est-ce qu'il y a une anecdote pro que tu pourrais nous raconter, quelque chose que tu n'as encore jamais raconté qui t'est arrivé depuis que tu es RH? Ah là là, tellement de choses. Mais qu'est-ce qui est avouable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Tu peux l'anonymiser. Non, je vais juste te raconter un truc, puisqu'on parlait de jargonner. Et en fait, en entreprise, il y a des sketchs tous les jours sur ces sujets de jargon d'entreprise. Et on en fait l'expérience aussi, nous, en interne. C'est-à-dire on était dans un comité de direction de 2 jours. Première journée, en fait, ça a été une journée très tournée business, produit, évolution technologique. Franchement, avec la directrice marketing, formation et communication, on s'est regardé en se disant, OK, c'est bien, mais peut-être qu'on comprend 75% de ce qui se dit. Et donc, comment on fait en sorte que... on essaie de réveiller la salle pour leur dire, il y a peut-être une autre façon de s'exprimer. Et donc, on a fait un petit exercice d'inclusion le lendemain matin. En bon coach que je suis, pour essayer d'accueillir tout le monde le lendemain matin et de les remettre en énergie. Et on leur a fait jouer un petit jeu mode Time's Up où il fallait mimer, chanter, décrire les mots justement qu'on avait attrapés la veille. Et en fait, c'est tout simple, mais ça a tout de suite mis du fun. Ça nous a permis de vivre notre valeur de stay humble and hungry. Donc, on est ambitieux, mais on est aussi humble. Et du coup, on se remet un peu en question. Et donc là, ça a changé un peu la façon de s'exprimer sur les comités de direction suivants et de se dire, OK, comment j'essaie de m'exprimer pour que, OK, nous, on se comprend, mais ne préjugeons pas du fait que tout le monde nous comprenne. OK. Est-ce qu'il y a des professionnels RH que tu me conseillerais d'interviewer sur ce podcast, pardon? Alors justement, j'ai pensé à Marie Augereau, qui est la fondatrice et présidente de Good Coaching. Alors pour le coup, elle n'est pas DRH, mais elle a son cabinet de coaching et c'est surtout qu'elle est au quotidien aux côtés de RH et d'organisation. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce regard aussi à côté pour voir comment les organisations évoluent et comment on les accompagne sur ces sujets technologiques, mais aussi justement, comme la technologie nous permet d'être
moins sur l'opérationnel, comment justement on accompagne les DRH sur ces sujets de transformation d'organisation. Et puis, parce que j'ai quand même encore un bout de mon cœur chez Microsoft, je pourrais te conseiller de rencontrer Amandine Horry, qui est la DRH aujourd'hui de Microsoft en France. Ok, merci. Merci pour ces contacts. Peut-être que je reviendrai vers toi pour que tu mettes en relation. Parce que je ne te connais ni l'une ni l'autre, honnêtement. Si les auditeurs, les auditrices qui t'entendent veulent te contacter, échanger avec toi, qu'est-ce qui est le plus simple? Eh bien, LinkedIn, c'est pas mal. Tu réponds? Et je réponds si c'est pas du démarchage commercial. Oui, alors ça, j'entends. Voilà. Donc mettez dans le titre quelque chose comme « Partageons ensemble ». Voilà. Et auquel cas, ça m'intéresserait de partager et de prolonger cet échange qui est pour le coup à sens unique avec les auditeurs. Donc, je serais ravie de pouvoir partager avec les auditeurs sur ces thèmes. Je te comprends. C'est horrible ces approches commerciales sur LinkedIn. J'en peux plus, moi. Donc, bien sûr, je suis pas DRH. Et je filtre, tout comme le téléphone, je filtre aussi. Donc, voilà. Et je pense que tu as bien raison. En termes de charge mentale, je pense que tu as bien raison en plus. Et puis, ton temps est forcément optimisé. Un grand merci Thibaut. Merci à toi. Pour ton accueil, pour ta libre parole, pour nous avoir fait découvrir aussi ton univers, ton quotidien, nous a fait connaître à nouveau ServiceNow, ce que vous proposez. Et d'ailleurs, que vous souhaitez échanger avec Thibaut sur les ressources humaines, sur ce que propose ServiceNow. Alors, tu n'es pas commercial de ServiceNow, mais en tout état de cause, tu sais faire des mises en relation en interne, j'imagine. Et si vous êtes curieux, je pense que ça vaut peut-être le coup, et je vais le faire moi-même, d'aller sur l'espace ServiceNow University, c'est ça? Voilà, que j'ai découvert. C'est pas du tout sponsorisé par ServiceNow, mais je découvre ce point, et je pense que c'est intéressant, effectivement, de s'enrichir. Aujourd'hui, il y a plein de dispositifs pour se former, s'auto-former. La formation, c'est pas juste qu'en salle, en présentiel. Il y a aussi d'autres manières de le faire. Et je pense que ça, c'est clé dans ce monde qui bouge. Et vous verrez tout au long de cette 4e année de On n'a jamais fait comme ça, des invités qui continuent à faire avancer les lignes en RH, comme Thibaut. Merci Thibaut. Merci Florent. Merci, à bientôt. Merci à tous. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!